Bonjour à tous. Bonjour Nadine. Bonjour à toutes. Bonjour Omer. Bonjour. Monsieur Omer. Oui, bonjour Madame Christiane, Madame Pauline, Madame Nandi, Madame Ina, bonjour. Je ne sais pas si Pauline, elle nous attend. Bon, on va laisser Pauline quelques secondes pour voir un petit peu si elle peut régler son micro et la caméra. Moi, je vais commencer avec vous. Tout d'abord, bienvenue à notre webinaire. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que Pauline va bientôt nous rejoindre. Et je voulais également dire bienvenue à nos participants qui vont suivre ces webinaires aujourd'hui pour 1 heure 30. Et alors, on a organisé cet événement parce qu'en fait, l'objectif est d'inspirer les participants qui veulent se lancer dans les secteurs de l'entrepreneuriat, de parler également de l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit de mettre en lumière les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, les peurs internes qui les empêchent d'oser, de parler des opportunités académiques et d'autres choses au fur et à mesure. Et pour cette raison-là, j'ai le plaisir de vous présenter nos panélistes. Je vais commencer avec Christiane Traoré, qui est en fait une leader dans les secteurs de la logistique et pas seulement. Elle est également fondatrice d'une association qui s'appelle Women in Logistics en Afrique. Et ensuite, je ne sais pas si Pauline, elle nous attend, elle nous voit, parce que je vois qu'elle s'est connectée encore une fois. Pauline, elle ne nous attend pas. Je vais continuer avec Nandi Begré, qui est avec nous. Elle est consultante spécialisée, elle est consultante en développement et fondatrice du cabinet Être Consulting. Et elle est également professeure dans 2 universités, l'Université des Grands Bassam en Côte d'Ivoire et professeure également à Domini Universitas. Et enfin, c'est le docteur Omer Mirembe qui est avec nous aujourd'hui aussi et qui est responsable académique de Domini Business School. Je vois que Pauline, elle est là. Voilà, Pauline, on vous voit. Vous nous entendez, Pauline? Bonjour, Pauline. Si elle peut activer son micro. Oui, je pense qu'elle est figée. Elle a quelques problèmes de connexion. Je vais présenter quand même Pauline. Je pense qu'elle nous attend. Alors, Pauline White, elle est consultante. Bonjour, Pauline. Vous nous entendez, Pauline? Il est activé. Super. Vous êtes un petit peu figée. Je pense que vous avez des problèmes de connexion. Vous n'entendez pas? Maintenant, oui. Oui, très bien. Bah, elle est répartie. Avec la connexion. Oui, c'est dommage. Bon, de toute façon, moi, je voulais présenter Pauline. Elle est revenue. On va voir si cette fois, si ça va marcher bien. On demande quelques secondes de patience à nos participants, juste pour être sûr que Pauline elle est là avec nous.
Sinon, je vais vous présenter Pauline et ensuite, on va continuer avec nos présentations pour régler Je les suis problèmes. je Ah, suis là d'accord. et Et on vous attend avec des coupures, Pauline, mais je pense si vous pouvez, on vous voit pas en fait. Il y a un petit problème de connexion de ton côté, Pauline. Je ne sais pas si peut-être tu peux te... C'est mieux de se Oui, connecter avec le Wi-Fi. C'est les aléas du direct, c'est oui, le nouveau normal. On se retrouve avec, avec ces coupures parfois. Ça arrive, mais je pense que ça va s'arranger. ça va s'arranger, oui, oui. D'accord. Bon, moi je vais commencer et je vais continuer avec la présentation de Pauline. Comme ça, on sait, bon, de toute façon, elle a dit qu'elle nous attend. Donc, je voulais dire que voilà, Pauline, elle est avec nous. Malheureusement, on ne le voit pas maintenant, mais ce n'est pas grave. J'espère que la connexion va se rétablir bientôt. Alors, je voulais dire que Pauline est consultante spécialisée dans le frais aérien et la logistique. Et en fait, elle inspire des gens et des femmes de travailler dans les secteurs du transport et de la logistique également. Alors, moi je voulais dire aux participants qu'ils ont... Ah, ici, maintenant on vous voit, Pauline. Bienvenue. Et je voulais dire aussi à nos participants qu'ils sont là. Vous avez un petit icône ici sur Zoom qui est Q et qui est pour les questions et les réponses. En fait, on va laisser nos participants prendre la parole pour pouvoir faire leur présentation, nous raconter leur expérience, parcours et tout ça. À la fin de leur présentation, vous aurez la possibilité, en fait, voilà, de leur poser leurs questions. Comme ça, on peut avoir des réponses nécessaires. Au fur et à mesure, n'hésitez pas de poser vos questions. Moi, je vais les voir. Et à la fin de ces webinaires, on va poser toutes vos questions. Alors, je vais donner la parole à Christiane. On va commencer avec Christiane. Et alors, Christian, on va vous voir dans 10 minutes. On va D'accord. quitter, comme ça, on peut vous laisser la parole. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Ina. Bonsoir tout le monde, chers panélistes, et également toute l'audience qui nous regarde, les participants. Permettez-moi juste de partager mon écran et je démarre avec ma présentation personnelle et puis le sujet dont j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui. D'accord. J'essaie de mettre déjà en mode diapo. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, bonsoir encore tout le monde. Je suis Christiane Oyin Traoré. Je suis professionnelle du secteur de la logistique. Donc, pour vous parler un peu de mon background, j'ai eu une formation initiale à l'Académie de la mer d'Abidjan. C'est l'école de la marine marchande pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Et donc, j'ai fait du transit, du shipping et de l'armement. Et puis ensuite, j'ai complété ma formation durant ma carrière professionnelle. Donc, pour vous dire que je n'ai pas arrêté on va dire, d'apprendre et de me former. Donc, durant cette carrière professionnelle, j'ai fait les formations continues en EMBA, notamment en stratégie et consulting, qui sont des formations délocalisées de l'ESG Paris. J'étais au Congo en ce moment. Et donc, je fais plus de 13 ans dans le secteur des transports et de la logistique. J'ai eu la chance de travailler au sein de multinationales telles que Bolloré, Maersk, et puis plus récemment, Packing Service. Et j'ai créé mon association qui regroupe en fait des femmes professionnelles du secteur de la logistique et de la supply chain en général sur le continent africain. Voilà, donc pour mon intervention, j'avais envie de partager un peu sur le secteur dans lequel je suis, notamment l'industrie de la logistique. Vous parlez aussi principalement de la place des femmes dans cette industrie. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les points que nous allons aborder. Donc, la place déjà des femmes en Afrique, pour que vous compreniez mieux le contexte dans lequel on est. Et comme nous sommes des femmes professionnelles en général, on va aborder le secteur de l'entreprise. Je vous parlerai brièvement de mon association qui est WILA.
et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Voilà. Donc, selon un rapport que la Banque africaine de développement avait initié avec différents services en son sein, c'est que le constat, c'est que les femmes en Afrique sont très actives en général dans plusieurs secteurs de l'économie, mais malheureusement, elles se heurtent à des barrières qu'elles se fixent elles-mêmes. On ne sait pour quelles raisons, ou bien que la société civile en général leur oppose, ou bien que leur communauté dans laquelle elles vivent leur oppose. Et en plus de ça, la question même de la logistique, donc le secteur d'activité à proprement parler, c'est un secteur en fait qui a longtemps été présenté et catégorisé comme un univers masculin. Du coup, il a eu très peu d'attrait pour la gente féminine. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit quelques femmes se révéler dans ce secteur. Et du coup, moi, je me suis posé à un moment donné, est-ce que ce secteur-là est vraiment l'apanage des hommes ou bien est-ce que les femmes peuvent trouver leur place également? Surtout quand on parle de développement durable, pour moi, il faut également prendre en compte l'égalité des sexes. Et je pense que ça fait partie des objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies, les ODD en l'occurrence. Voilà. Donc, je vous ai fait rapidement un petit récap sur cette étude qui avait été menée sur l'égalité des gens en Afrique, donc sur le continent africain. Il s'agissait en fait sur 3 niveaux, donc sur 3 critères, notamment tout ce qui était autonomisation économique, donc opportunité économique, le développement humain et puis les lois et les institutions. Donc, tout ce qui était comment on appelle, législation en faveur des femmes et des hommes. Et après, on a un total global là qui permettait sur une échelle en fait de 0 à 100, 100 étant l'égalité parfaite entre les genres, de classer, on va dire, les pays où la représentativité des hommes et des femmes dans ces 3 critères-là était plus ou moins égalitaire. Donc, il y a effectivement certains pays qui montrent l'exemple, notamment l'Afrique du Sud, le Rwanda, la Namibie. Et puis, ben, mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, s'est classé 43e en total global sur les 52 pays qui avaient été étudiés. La place des femmes, en fait, dans l'entreprise, j'ai trouvé une enquête très intéressante qui s'est permise d'étudier, en fait, 500 entreprises sur le continent africain qui évoluent dans des domaines divers et variés. Je veux dire, ça peut aller de la finance, je peux dire, ça peut aller dans tous les secteurs, en fait, même de l'agroalimentaire, etc. Et en fait, ça a été fait par une entité du groupe Jeune Afrique qui s'appelle le Women Working for Change. Donc, les femmes vraiment s'intéressent maintenant beaucoup plus à ces questions de parité ou d'égalité dans différents domaines. Et l'étude, en fait, a révélé qu'il y avait 69 compagnies, donc des 500 entreprises étudiées là, qui avaient moins de 25% de femmes dans leur conseil d'administration. Également, moins de 25% de femmes dans les équipes managériales au niveau de 59% des compagnies étudiées. Et le dernier classement, c'était 59% des compagnies avaient un système de compensation juste entre les genres. Parce que vous savez, il y a eu une étude qui a révélé qu'en général, les femmes gagnaient 33% de moins que les hommes sur des postes de responsabilité équivalents. Et dans la logistique, si on veut revenir sur ce point plus particulièrement, on n'a malheureusement pas eu d'études qui ont été menées et lancées spécifiquement sur le continent africain pour relever les données, pour voir un peu la représentativité effective. Mais je pense que si on reste sur la tendance générale, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes sur ce secteur d'activité. Par contre, on a eu quand même un chiffre de Bolloré qui disait, Bolloré qui est une entreprise de transport et logistique qui a fêté, je crois, ses 200 ans d'existence et qui a une forte présence sur le continent africain en l'occurrence, qui disait qu'il avait 13% de féminisation de postes en fait dans ses effectifs sur le continent africain. Quand on s'adresse à des étudiants ou potentiels étudiants ou des personnes qui vont faire de la formation continue, c'est surtout de vous présenter clairement que le métier de logisticien, il est diversifié. On a plusieurs activités, plusieurs sous-métiers dans ce thème générique qu'on appelle la logistique parce que ça fait allusion au transport, ça fait allusion au transit, ça fait allusion à la distribution. Il y a beaucoup de sous-métiers dans cette grosse catégorie-là et chaque métier s'adapte en fait en fonction de son secteur d'activité. Je vous prends l'exemple par exemple de la logistique industrielle qui va être par exemple différente de la logistique de distribution.
Donc, tous ceux qui font ce qu'on appelle les FMCG, ce sont une catégorie de marchandises qui a un turnover, un taux de rotation assez élevé. On a aussi des départements logistiques ou même transit qu'on retrouve dans des entreprises agroalimentaires. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le groupe Unilever, qui fait beaucoup plus de produits tels que la savonnerie, des pâtes dentifrice. Ils font beaucoup de produits, en fait, même la mayonnaise, etc. Vous voyez que bien que ce soit dans le domaine agroalimentaire, ils ont forcément besoin de logistique en interne. Voilà, qui va travailler parfois en corrélation avec un autre logisticien pur en externe. Voilà, c'est pour vous dire que cette industrie est tellement vaste, on a tellement de métiers, tels que la logistique maritime, la logistique portuaire, et comme je disais tout à l'heure, la logistique de production, etc., etc. Donc, ça sera très intéressant, effectivement, de s'intéresser à ce secteur qui a vraiment de l'enjeu, en fait, hein, je pense, dans le monde entier, et on le voit aujourd'hui avec l'impact des crises et des guerres que nous traversons. Voilà, donc Women in Logistics Africa, brièvement, c'est l'association que j'ai montée en 2021. Elle vient de célébrer ses 1 an d'existence. Voilà, donc ce sont des femmes, en fait, qui se sont regroupées partout sur le continent et nous avons mis à profit la technologie, notamment les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn pour se rassembler. Et nous avions environ 404 membres aujourd'hui dans notre organisation qui sont représentés dans plus de 10 pays d'Afrique sur le continent, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ce sont des femmes qui ont compris qu'elles avaient une partition à jouer dans le développement du continent et donc elles ont mis ensemble, elles se sont rassemblées parce qu'elles sont vraiment portées par des valeurs de solidarité, de leadership et d'excellence pour pouvoir inspirer d'autres femmes et même la jeunesse globalement et la jeune femme féminine en particulier pour pouvoir, intégrer, se former pour intégrer ce secteur qui a vraiment un fort enjeu sur notre continent principalement. Mais je sais que c'est pareil dans le monde. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons pour objectif de faire? En fait, c'est surtout de mettre en lumière ces femmes. On parle beaucoup plus de rôle modèle, d'exemples à suivre. Donc, on voudrait présenter à cette jeunesse-là, nous qui sommes des femmes, nous avons pu évoluer dans ce métier. Ça signifie que on peut mettre à profit, on peut vous offrir, la jeunesse en particulier, notre expérience et vous donner envie de nous rejoindre dans ce secteur. C'est aussi pour nous une plateforme pour aider des femmes, comme des jeunes filles, à trouver même de l'emploi ou à développer un réseau business. Parce que ce sont des femmes professionnelles. Il y a aussi des femmes entrepreneurs dans notre association. C'est aussi de faire des formations parce que l'éducation de qualité, ça compte quand on veut progresser. Voilà, ou quand on veut être très performant dans un secteur spécifique. Mettre à profit tout ça, la formation, des programmes surtout de mentorat pour aider les jeunes gens à avoir les aptitudes et les réflexes pour s'insérer rapidement dans le tissu. Parce qu'à un moment donné de la carrière, tout ce qui est aptitude technique montre ses limites. Mais surtout pour nous, c'est aussi de promouvoir le leadership des femmes dans cette industrie parce que comme j'ai à le dire très souvent, il n'y a pas de changement sans leadership. Donc, on a besoin vraiment du leadership de ces femmes-là pour attirer effectivement d'autres jeunes filles ou d'autres femmes dans ce secteur à fort enjeu et puis d'être aussi des forces de proposition vis-à-vis du secteur privé ou même du secteur public. Voilà. Pour nous, c'est très important vu qu'on a une partition à jouer dans l'économie. Pour moi, à un moment donné, je me suis arrêtée parce que moi, effectivement, j'ai été poussée dans cette industrie-là grâce à ma mère qui m'a conseillée. Voilà, même si ce n'était pas mon premier choix, mais aujourd'hui, j'y suis allée, j'ai fait mes preuves, j'ai fait une belle expérience et aujourd'hui, je crée une association autour de cela. C'est aussi, je pense que l'enjeu aussi est pareil pour les entrepreneurs. Il faut avoir une vision, je vais dire, qui sous-tend en fait notre initiative, que ce soit une initiative business entrepreneuriat ou bien social entrepreneuriat, il faut quand même avoir une vision qui sous-tend tout. Et pour moi, il est clair que de plus en plus, il faut changer le discours que nous avons. Donc, changer de paradigme pour moi, c'est d'abord identifier les freins. Les freins que nous-mêmes, femmes, nous mettions. Je lisais quelque part où on disait pour qu'une femme, par exemple, professionnellement, elle prenne un poste, elle attendait d'avoir au moins 80%, sinon 100%.
de tout ce que le descriptif du poste demandait comme critère. Par contre, les hommes, avec 40%, ils estimaient qu'ils avaient déjà les 100% pour aller présenter leur candidature. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, en tant que femmes, nous devons faire ce travail-là personnel pour lever toutes les barrières psychologiques ou qu'on peut soi-même se poser ou bien la société peut nous poser. Et pour moi, pour ce domaine logistique en particulier, je pense que ça passe également par le changement de paradigme du discours qu'on a vis-à-vis des plus jeunes, de la jeune génération. Ne plus présenter mon secteur, donc le secteur de la logistique, comme un secteur ou un univers masculin, mais avoir le discours vis-à-vis des plus jeunes que autant les femmes, autant les jeunes filles ou les jeunes garçons ont également leur place. Voilà. Le deuxième point que j'aborde aussi dans le changement de paradigme, c'est que la diversité, l'inclusion, l'égalité, je pense que c'est un thème que de plus en plus nous entendons, mais il faudrait que ce soit vraiment une vraie réalité au sein des organisations. Voilà, pour moi, ça passe aussi par là, si on veut créer cette question de parité ou encore d'égalité au sein de différentes organisations. Et le dernier point pour moi, c'est la formation et l'employabilité des femmes et de la jeunesse. Parce qu'effectivement, je pense que nous sommes, en tant que femmes, 50% de la population mondiale également. Et donc, il ne faut pas se priver des compétences, on va dire, d'une frange de cette population. Et quand on parle de développement durable, une fois de plus, ça doit prendre en compte, ça doit intégrer les deux genres, donc les hommes et les femmes. Il faut vraiment de la formation de qualité derrière. Je le disais tantôt, à un moment donné, non seulement pour intégrer, il faut avoir une bonne formation, mais pour aller plus loin, il faut poursuivre dans la formation. Et une formation de qualité aide énormément. Le dernier point, ce serait le leadership. Je disais que sans leadership, il n'y a pas de changement. Donc, au-delà de toute la compétence technique que nous avons, quand nous voulons opérer des changements, ça peut être même dans l'entreprise, ça peut être au sein de notre association, ça peut être au sein de notre communauté. Il faut effectivement du leadership pour initier des actions. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, les 3 points, les 3 actions clés, pour moi, le premier, c'est de promouvoir mon secteur. Là, je parle de la logistique parce que c'est celui dans lequel j'évolue, mais c'est de toujours faire la promotion de notre secteur, développer de la formation en lien avec les besoins du secteur. Et ça, c'est vraiment le rôle des organismes de formation. Ça peut être des universités ou des cabinets de formation, mais aussi, il faudrait que l'individu soit curieux pour aller rechercher l'information et pouvoir se former de manière adéquate. Voilà, encore la compétence, affiner ses compétences pour rester employable. Voilà, parce que avoir un emploi, c'est une chose, mais avoir une carrière, c'est autre chose. Voilà. Et le dernier point, je reviens toujours là-dessus, c'est avoir du leadership. D'accord? Pour moi, beaucoup de leadership, ça permet de créer et de prendre des initiatives, d'être innovant. Et puis, ça permet de créer le succès et la réussite que chacun de nous recherchons. Voilà, je pense que ce sont les derniers mots que j'aurai à partager sur cette présentation. Et donc, je vous repasse la main, Ina. Merci à tous. Merci beaucoup, Christiane. C'était très, très intéressant. C'est super. Alors, moi, je viens de parler avec Pauline. Malheureusement, elle a vraiment des problèmes de connexion. Alors, on va lui laisser un petit peu de temps. On va voir si plus tard, la connexion sera mieux. Mais je pouvais demander à Nandi de faire sa présentation maintenant, si c'est possible. Bonjour, Nandi. Bonjour à tous. Bonjour Ina, merci. Et est-ce qu'on pourrait passer à votre présentation pour pouvoir laisser un petit peu du temps à Pauline, voir si elle aura un petit peu plus de temps pour rétablir sa connexion? D'accord? D'accord. Voilà, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci. Je partage également mon écran. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. Super. Alors, je vais être tout aussi concise que Christiane. Donc, en quelques minutes, je vais vous parler.
Je tiens également à remercier Christiane. Je pense qu'elle a tout dit, sinon une très bonne partie de ce qu'effectivement, en tant que femme africaine, on a comme obstacle lorsqu'on veut être entrepreneur ou lorsqu'on veut prendre certaines initiatives et contribuer au développement de notre pays. Alors, l'approche que moi j'ai choisie, c'est de plutôt faire un partage de mon expérience, de raconter un peu mon parcours et j'espère certains d'entre vous pourront se connecter à cette histoire-là et ensuite on pourra en discuter. Et donc, on va dire, le thème de mon intervention, c'est I dare you to be successful. Donc, c'est vraiment de vous encourager, vous, toi qui regarde et qui suit, à y croire et à se dire que c'est possible d'y arriver. Et j'espère que vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Alors, ce que moi je propose, c'est, après une petite introduction, c'est d'aborder des points qui pour moi sont essentiels sur justement ces étapes-là ou cette aventure vers le succès. Encore, c'est un terme assez relatif, en passant par la vision, le parcours, les obstacles rencontrés, et puis partager quelques petits conseils de par mon expérience que je pourrais peut-être partager avec vous. Alors, pour commencer, qui est Nandi? Évidemment, ce n'est pas la petite fille que vous voyez en face de vous. Et je vous raconterai un petit peu le parcours pour en arriver là. Mais il se trouve que cette petite fille a fini par obtenir un MBA en General Business, donc en Management, dans le système américain. Et je suis également Programme Manager donc pour le compte d'une entreprise américaine, MTC, Management and Training Corporation. Et donc, je travaille dans tout ce qui est gestion de projets en Côte d'Ivoire sur des projets qui sont financés par le gouvernement américain. Donc, j'ai la chance d'interagir énormément avec le secteur privé et le secteur public en Côte d'Ivoire, où je suis de retour depuis 2018. Mais il y a eu tout un parcours avant cela que j'aurai l'occasion de vous raconter. J'ai également fondé une entreprise, Ed Consulting, qui est mon petit bébé, qui a été créé, on va dire malheureusement ou heureusement, en plein milieu de la COVID. Et on peut dire que c'est depuis l'année dernière que les choses commencent progressivement à prendre forme avec Ed Consulting. À côté de cela, je suis professeure d'université, comme Ina l'a dit, et j'ai la chance de pouvoir intervenir dans les deux systèmes francophones et anglophones. Donc, je suis bilingue et j'enseigne dans une université américaine ici en Côte d'Ivoire, au système américain, et je suis également professeure avec Dominique Universitas. Et c'est vraiment un plaisir de collaborer avec Ina, soit dit en passant. Et finalement, je suis volontaire pour Managers Without Borders, qui est une association mondiale. Et je vous en parlerai plus tard. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez également me contacter. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est que ce volontariat, c'est gratuit. On accompagne des jeunes entrepreneurs, particulièrement des jeunes femmes, avec des top managers venant principalement de l'Europe qui encadrent pendant au moins une période de moins 2-3 mois des femmes en Afrique. Alors, ils étaient concentrés beaucoup plus en Afrique australe et Afrique anglophone. Et moi, j'ai le plaisir de les représenter en Afrique francophone, à commencer par la Côte d'Ivoire à partir de cette année. Et donc, ma vision, ce qui me motive, qui me fait me lever chaque matin, c'est de contribuer au développement du continent, de l'Afrique en général, à commencer par mon pays où je suis de retour.
Et d'ailleurs, en tant que professeur, c'est quelque chose, un point sur lequel j'insiste énormément avec mes étudiants. C'est un point qui embête en général, mais par lequel il faut passer. C'est-à-dire, quelle est ma vision dans la vie? Pourquoi? D'ailleurs, je l'ai mis à la fin de cette slide, le dernier point. Le pourquoi avant le comment. Les gens pensent souvent beaucoup plus au comment, mais ils ne se demandent pas pourquoi. Et je pose très souvent la question à mes étudiants, mais pourquoi vous êtes étudiant? Et j'ai souvent des gens qui me regardent, l'air étonné, ils se disent, mais je suis en face de toi, je suis étudiant. Mais il faut se poser ce genre de questions, même les plus banales possibles. Mais tout ce qu'on fait, il faut le savoir. Il faut savoir pourquoi est-ce que je le fais, quelle est la vision. Et j'avoue que personnellement, quand j'ai commencé en tant qu'étudiante, peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous qui sont étudiants ou qui pensent à vous inscrire pour peut-être commencer une formation en ligne ou qui pensent à poursuivre votre éducation. Il faut savoir pourquoi est-ce que je veux le faire. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, le CEO de Facebook, il n'est pas forcément allé aussi loin que certains d'entre nous. Je suis sûre que vous avez des exemples d'au moins une ou deux personnes qui n'ont pas eu forcément l'éducation qu'on aurait pensé, mais qui ont un parcours qui donne envie. Et donc, je pourrais ne pas aller à l'université, je pourrais ne pas enseigner, je pourrais ne pas travailler dans tel ou tel domaine, mais je le fais quand même. Donc, il faut savoir pourquoi. Parce que quand on ne sait pas pourquoi, ça crée, en guillemets, des dérèglements. Parce que personnellement, j'ai commencé mes études juste pour commencer. Moi, j'ai eu... Christiane parlait du conseil de sa mère, mais moi, c'était plutôt la famille, des amis autour qui me disaient, écoute, comptabilité, audit, contrôle de gestion, on trouve ça un peu tout le temps dans les entreprises. Donc, tant qu'à faire, il faut le faire. Et donc, j'ai commencé mes études à l'étranger juste après mon bac, hors de la Côte d'Ivoire, et je me suis lancée dans une filière pour me lancer, comme ça. J'ai pensé au comment, je n'ai pas pensé au pourquoi. Et je me disais, je veux me faire de l'argent, plus tard, je veux avoir une situation stable. Mes parents m'ont dit qu'il faut que je sois éduquée pour pouvoir y arriver. Donc, comment le faire? Aller à l'école, j'y vais, c'est tout. Et je n'avais pas cette vision dont je parle au début, de je veux contribuer au développement de mon pays. Voilà pourquoi je fais, par exemple, un cours de finance. Voilà pourquoi je fais un cours de business ethics, par exemple. Je n'avais pas vraiment en guillemets, de but dans la vie. Et donc, quand j'ai terminé mon premier parcours dans le système francophone, j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans et je n'ai pas aimé du tout. C'était une très mauvaise expérience. J'ai réalisé que j'avais énormément de lacunes parce que justement, pendant mes études, je me concentrais sur le comment, sur juste aller à l'école pour le fait d'y aller et c'est tout. Et heureusement, j'ai une famille qui est très supportive et qui m'a écoutée quand je leur ai demandé, en guillemets, une seconde chance. Et j'ai décidé de me lancer le défi de prendre la route du système américain. Et donc, je suis allée dans une université au système américain et ça a complètement changé tout. J'étais consciente que c'était une seconde chance pour moi. Donc, j'ai bien pris le temps, j'ai pris quelques mois de réfléchir à quel serait mon but dans la vie, où je veux aller, qu'est-ce qui m'intéresserait, quitte à me tromper, hein, mais à le faire. Donc, j'allais en classe différemment, j'apprenais différemment, je posais les questions différemment, j'ingurgitais le savoir différemment. Et donc, ça a produit quelque chose de différent forcément, qui j'espère sera positif, pas seulement pour moi, mais par rapport à ce que je fais. Et justement, le développement, moi aujourd'hui, c'est mon opinion, hein, mais je pense que surtout dans cette zone de l'Afrique, le développement, c'est la base, c'est l'éducation d'abord, et puis il y a également la santé. Donc, on verra plus tard comment est-ce que je me positionne par rapport à ça. Donc, maintenant que j'ai cette vision, je sais le pourquoi, je sais où je m'en vais. Comme je le disais, j'ai changé de système. Je suis passée du système francophone à anglophone. Et quand j'ai fini mes études, j'avoue que je me suis retrouvée encore dans une situation, je savais le pourquoi. J'ai eu mon diplôme, mais qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Si je vous raconte le nombre
d'entretiens d'embauche que j'ai échoué. Aujourd'hui, je suis très forte pour les entretiens d'embauche parce que j'ai eu énormément d'échecs. Et je vis chaque échec comme, enfin, j'aime pas trop ce terme échec, là, mais c'est des leçons qu'on apprend, on se relève et puis on fait mieux après. Et donc, quand j'ai fini, j'ai créé cette petite, parce qu'au Maroc, c'est très facile, j'apprécie ça énormément pour pouvoir créer une entreprise. Ils font des facilités avec notamment le statut auto-entrepreneur qu'ils avaient créé à l'époque quand j'étais au Maroc. Et donc, j'ai créé Exotica, qui était une petite start-up que j'avais montée et qui faisait son petit bout de chemin. Et c'est justement par le biais de cette entreprise que j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un, etc. Et qui a permis que je sois recrutée par cette entreprise américaine avec laquelle je travaille ici en Côte d'Ivoire. Donc, malgré le fait que j'avais créé cette start-up et que je commençais quelque chose qui me plaisait, j'avais toujours en tête ma vision. Et donc, c'est cette vision qui m'a guidée jusqu'à ce que finalement, je revienne en Côte d'Ivoire pour travailler justement dans le développement, dans les projets de développement. Sachant que, soit dit en passant, mon MBA n'est pas du tout dans la gestion de projets, mais j'ai été très heureuse d'apprendre sur le tas. Ce n'était pas du tout facile, mais parce que j'avais en tête justement ce pourquoi, cette vision. Je savais où je partais, j'étais motivée par la vision et à cause de ça, j'étais prête à faire tous les sacrifices en fait qu'il fallait pour pouvoir me développer dans mon parcours. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé à travailler en Côte d'Ivoire dans la gestion de projets pour le développement et que quelques années plus tard, Ed Consulting va voir le jour. Et d'ailleurs, Ed Consulting, c'est une entreprise qui a été officiellement créée et qui intervient justement dans ces deux secteurs-là, l'éducation et la santé. J'ai des partenariats avec le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire et également des partenariats avec les principaux acteurs de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et on a des projets sur lesquels on a commencé à travailler et qui, je crois, seront très impactants pour le pays. Et ensuite, j'ai une vision beaucoup plus large par rapport à l'Afrique de l'Ouest pour se tourner et permettre des connexions avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais particulièrement les pays anglophones. Donc, je trouve qu'entre pays francophones et anglophones, il n'y a pas suffisamment d'échanges et de passerelles, et nous, on veut contribuer à cela. Et donc, le dernier point, c'est par rapport à l'esprit entrepreneuriat, c'est de développer cet esprit-là. Je le dis souvent à mes étudiants, critical thinking, c'est-à-dire avoir l'esprit critique. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive quelque part et qui observe quels sont les problèmes et qui essaie juste de trouver des solutions. Aussi simple que c'est. Mais pour cela, il faut être vraiment alerte, en fait. Et donc, pour ce qui est des obstacles à chacun de ces niveaux-là, j'ai envie de dire, par rapport à ma première expérience en tant qu'entrepreneur avec Exotica, on peut dire plus ou moins l'obstacle, c'était moi-même peut-être, parce que avant de créer cette entreprise, comme je vous ai dit, je ne savais pas trop où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire, etc. Il a fallu que je puisse travailler sur moi-même. Je pense que Christiane tout à l'heure a mentionné le leadership. C'est vraiment un thème très, très vaste, mais chacun peut s'y retrouver et travailler sur lui-même pour se découvrir sa vision et inspirer d'autres personnes pour les suivre. Et pour ce qui est de la création de Ed Consulting, je pense que Christiane l'a mentionné également, dans cette partie de l'Afrique, malheureusement, moi je le vis en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur pour les petites entreprises, on n'est pas suffisamment soutenu fiscalement comme dans d'autres parties de l'Afrique. Mais je suis optimiste, je pense que ça va évoluer en termes d'accès au marché, accès au financement, mais surtout networking, donc être connecté aux bonnes personnes et bien sûr au bon moment. Alors, si je devais peut-être partager des petits conseils par rapport à ma vision, on va dire, du succès, c'est que déjà, le succès, ce n'est pas un but, mais c'est un parcours.
c'est une aventure. It's a journey. C'est vraiment un parcours sur lequel on s'engage et qu'on apprécie surtout à chaque étape. Et je dirais que le premier point, vous m'excuserez, j'ai mis quelques mots en anglais. Donc, know and embrace who you are, ça veut dire te connaître et vraiment assumer, embrasser pleinement qui tu es, ta propre identité. Ça paraît peut-être anodin, mais c'est très important pour les futurs leaders que vous êtes et que nous sommes. Et ensuite, alors je ne saurais pas traduire Thanksgiving, c'est-à-dire être reconnaissant, je dirais, l'action de grâce. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Être reconnaissant à chaque étape, c'est-à-dire on n'a pas forcément atteint le niveau 10 qu'on veut, mais aujourd'hui, je suis peut-être à 2,5. 2,5, c'est clair que ce n'est pas 2, c'est clair que ce n'est pas 0. Il faut quand même parfois s'arrêter chaque 3 mois ou chaque 6 mois et se rendre compte des petits progrès qu'on fait et s'auto-encourager soi-même parce qu'il n'y a personne qui viendra vous le faire à votre place. Ensuite, se former. Je pense que Christiane en a parlé. L'éducation, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a accès avec le nouveau monde dans lequel nous sommes. On a accès à des cours en ligne. On peut faire des cours à distance. On peut se former sur absolument tout. Et tout est accessible et rien n'est impossible. Peu importe si on a 30 ans, on a 20 ans, on a 50 ans, et qu'on décide qu'il y a une certaine orientation professionnelle qu'on veut prendre justement par rapport à notre but et notre vision, il ne faut pas hésiter et il faut se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, moi, j'ai commencé un parcours, mais je suis sûre que quand j'aurai 40 ans ou 50 ans, je vais peut-être me sentir utile dans un autre secteur ou dans d'autres choses et je vais me lancer sans hésitation. Ensuite, le network, c'est très important. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai créé Aide Consulting, je suis professeure et tout ça, mais je suis également membre de Women in Logistics in Africa, de l'association de Christiane. Je suis également membre de cette association. Même si je ne suis pas du domaine, j'apprends énormément et je pense que je leur apporte également. Et c'est important de s'accompagner, de s'entourer des femmes ou des personnes qui sont arrivées, entre guillemets, là où nous, on veut aller, où on veut arriver, le niveau de succès, on va dire, ou le niveau de connaissance, ou tout simplement le niveau d'évolution qu'on veut atteindre. C'est très important parce que le succès, c'est contagieux aussi. Alors, pour finir, je tiens vraiment à dire merci à Ina d'avoir eu, on va dire à Dominique, d'avoir initié ce séminaire, d'avoir eu cette idée de réunir les femmes pour parler de thèmes qui nous rapprochent, qui nous parlent, parce qu'on en a besoin en Afrique, on en a besoin même dans le monde en général. Les femmes ont besoin de se retrouver entre elles, de s'encourager, de comprendre que c'est possible. C'est vrai que mon intervention a été un peu plus personnelle par rapport à mon parcours, mais je serais ravie de rentrer sur des sujets un peu plus techniques par rapport à mon domaine pour celles que ça intéresserait dans la gestion de projets de développement, etc. Merci et puis je te passe la main, Ina. Merci beaucoup, Nandi. C'était vraiment très, très intéressant. Merci surtout à vous pour cette présentation. Moi, je voulais rappeler à nos participants qu'ils peuvent toujours nous poser des questions. N'hésitez pas à cliquer sur les petites icônes questions et réponses tout en bas et ensuite, on va poser vos questions à nos panélistes. Et alors, je vais réessayer avec Pauline et voir si elle peut en fait activer son micro. Ce n'est pas grave si on n'a pas on peut pas la voir, mais voir si elle peut parler, elle peut présenter. Bonjour Pauline. Bonjour. Super, on vous attend Ah, Pauline. vous m'entendez? Oui, très très bien. Super. Oh. Alors, je vais vous laisser présenter, d'accord? Vous pouvez également partager votre écran si vous avez une présentation à faire. Ensuite, si vous rencontrez des problèmes vraiment de connexion,
on va s'arrêter et on va passer aux questions sans problème. Ça va? Ça me va très bien. Super, super. Merci beaucoup et la parole est à vous. Très bien, Ina, je vous remercie. Tout comme Christiane et Nandi, je vous remercie d'avoir permis ce webinaire qui, effectivement, comme toutes les femmes, euh, sont, est un moyen de nous montrer, une fois de plus, de montrer notre solidarité et surtout notre envie de faire avancer les choses, parce qu'il n'y a malheureusement que entre nous, entre femmes, que on se doit d'être solidaires dans nos différentes actions. Donc, je suis Pauline White, gabonaise. J'ai une cinquantaine d'années. Ça fait donc maintenant aujourd'hui 25 ans que j'évolue dans le domaine du transport aérien et particulièrement dans le fret aérien. J'ai une formation de commerce international qui m'a permis de vivre et de ma passion de voyage et de l'aérien. Et en fait, je n'étais pas du tout destinée à, à travailler dans le fret aérien. On va dire quoi, ça m'est arrivé de manière pas fortuite parce que j'étais déjà en compagnie aérienne, mais comme je suis quelqu'un d'assez curieuse, quand je suis rentrée donc à Air Gabon, il y a eu une opportunité dans le département cargo et j'ai postulé et j'ai été reçue. Et donc, du coup, je me suis retrouvée dans un environnement, moi, je ne parle pas d'environnement masculin, je n'aime pas ce terme, je parle d'environnement atypique ou d'environnement surreprésenté par des hommes. Je suis arrivée, je vous parle là dans les années 96-97, j'étais la seule femme. J'étais la seule femme dans un département où travaillaient 150 hommes. Et il s'avère que j'ai dû user de toute ma... Parce que ça, oui, ça nous est particulier aux femmes quand on arrive à détecter les choses. J'ai dû user de toute ma douceur dans un premier temps pour me faire accepter en tant que femme. Je n'aime pas le dire, mais ça a été la réalité, alors que j'avais des compétences, vous doutez bien, des compétences avérées pour exercer dans le domaine, mais ce sont plus parce que j'étais plus ou moins pas rejetée, mais on me regardait comme un extraterrestre, on va dire. Et donc, j'ai dû user de toute ma douceur pour me faire accepter dans un premier temps dans le milieu. Et petit à petit, eh bien, j'ai fait comprendre que oui, j'avais, autre que ma douceur, j'avais des qualités professionnelles. Je n'hésitais pas à monter sur un chariot quand un des agents ne voulait pas exercer ce que je lui demandais de faire. Et donc, d'agent de vente du service cargo, au bout de 3 ans, de par ma compétence, effectivement, je suis passée chef de service. Et à ce moment-là, j'avais la possibilité donc de prendre des stagiaires. Et je regardais autour de moi, je me disais, mais comment ça se fait que je suis la seule femme dans cet environnement? Alors moi, comme j'ai la possibilité de prendre des stagiaires, toutes les stagiaires que je vais prendre, ce seront des femmes. Ça sera, je prendrai des étudiantes, je prendrai des personnes qui sont à la recherche de leur premier emploi. Et effectivement, j'avais satisfaction lorsque je prenais une étudiante, par exemple, et que celle-ci, qui n'était pas du tout dans le domaine du transport ni de la logistique, j'avais satisfaction quand celle-ci me disait à la fin de son stage, oh, vous savez, Madame Pauline, vous avez réussi à me donner à me faire aimer le transport, à me faire aimer l'aérien, le fret aérien. Alors, je pense que je vais réfléchir et je vais me convertir dans le transport aérien. Donc, ça, c'est des petites anecdotes comme ça que j'ai eues quand j'étais donc à Air Gabon et qui m'ont permis donc de vraiment
on va dire quoi, déjà à l'époque, donc j'avais cette espèce de petite, cette fibre qui me disait, dans mon environnement, pourquoi je suis seule? Je ne dois pas, il y a pas de raison que je sois seule, il faut que j'intéresse les personnes donc au fret aérien. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, parce que j'ai démarré, comme je vous ai dit, hein, dans les années 96-97, le fret était considéré dans les compagnies aériennes comme le parent pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout était axé sur le commercial, donc service passager, où on mettait au niveau marketing et au niveau développement tout l'accent. Mais le fret, donc, était vraiment, on va dire, banalisé. Et en fait, je me suis toujours dit, ce n'est pas le poste qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le poste. Alors, moi, je n'ai pas les moyens. On parle très mal du fret qu'on ne connaît pas, mais moi, j'écoute mes clients, que sont les transitaires, qui ont des urgences. Et ces urgences-là nous aident dans notre développement économique. Ces urgences-là, quand je fais un raté parce que je n'ai pas réussi à mener un colis rapidement à un de mes clients, il m'explique quelle est la catastrophe pour son client à lui. Alors, je me suis dit, de cet environnement là qu'on connaît très, très mal, eh ben, je vais me donner les armes pour pouvoir le faire mieux découvrir. Je vais me donner les armes pour que le fret devienne un pilier incontestable de notre compagnie. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai donc eu, oui, la chance d'être responsable de ce service et j'ai commencé à regarder donc quelles pouvaient être les formations que je pouvais faire pour pouvoir vraiment développer et matérialiser donc la vision que j'avais de développer ce département. Et Dieu faisant aussi bien les choses, de Libreville, on m'a envoyé à Paris, donc à Roissy, parce qu'il avait fallu, jusqu'à présent, quand je travaillais, on était représentés et la compagnie avait voulu donc envoyer un agent en propre. Et donc, on m'a dépêché sur Roissy-Charles de Gaulle. Et en arrivant à Roissy, oh, satisfaction, je n'étais pas la seule femme. On était très peu, mais au moins, il y avait quelques femmes sur lesquelles j'avais, comment dirais-je, quand vous arrivez, oui, j'étais responsable, mais c'était justement la compagnie Emirates avait une femme qui était directrice cargo. Moi, j'étais responsable et elle était directrice. Et je me disais, mais un jour, il faudra que je sois comme elle. Je pense que toutes, on a des modèles comme ça. Et je me disais, un jour, il faudrait que je sois directrice cargo. Et petit à petit, j'ai réussi donc à mettre en place des procédures d'opération, des procédures d'exploitation, des procédures commerciales, développer aussi notre portefeuille client parce que oui, la grosse partie de mon travail en dehors de l'exploitation, c'était vraiment de développer et d'améliorer donc nos recettes. Et je me suis dit, il faut que je me rende indispensable. Et je me suis rendue indispensable. La vision que j'avais quand je partais de Libreville et que je suis arrivée à Roissy, eh bien oui, je travaillais, je ne comptais pas mes heures parce que quand on décide d'atteindre un certain niveau, on ne compte pas ses heures de travail. Et je me suis donné donc les moyens de pouvoir arriver à être indispensable, on va dire, même si nul n'est indispensable, mais à cette période-là, c'était vraiment le cas. Et j'ai réussi à faire donc du fret aérien un département vraiment tout à fait, comment dirais-je, autonome, respecté par la réorganisation que j'en avais faite, par le dynamisme que j'avais amené, parce que étant basée à Roissy, je ne gérais pas que l'escale de Roissy. En fait, je gérais toutes les escales du réseau que je mettais d'ailleurs
en place. Ça fait que je me déplaçais surtout à Jobourg, je me déplaçais à Dubaï. D'ailleurs, je vais vous en parler de Dubaï parce que ça, c'est frappant aussi pour nous, les femmes, à Dubaï. Et à Paris, donc, j'avais vraiment réussi à mettre en place un vrai réseau et à donner donc à ce département une vraie raison d'être. J'ai une anecdote que je prends toujours quand je parle de... En fait, j'en ai deux. J'ai deux anecdotes quand je parle toujours de mon expérience professionnelle. La première, c'est que quand j'avais démarré, j'avais un superviseur, à chaque fois que c'était lui qui faisait la préparation des vols, mes vols étaient toujours en retard. Et bien sûr, vous pensez bien que je me faisais un peu tirer les oreilles par mes collègues de l'escale. Et un jour, donc, je suis venue le voir au bout de 3 mois, parce que quand même, j'ai attendu 3 mois. Et j'ai été voir ce collègue en lui disant, mais je comprends pas, excuse-moi, à chaque fois que c'est toi qui prépares les vols, c'est toi le superviseur, mes vols sont toujours en panne, mes vols sont toujours en retard, pardon. Et il me regarde avec un air très méprisant, mais de méprisant que lui, parce que moi, voilà. Il me regarde et me dit, je n'ai pas d'ordre à recevoir d'une femme. Donc, notre éducation, notre culture, une fois de plus, une femme qui est la supérieure hiérarchique d'un homme, là, je parle, on est dans les années 98, 99, 2000, hein, pas aujourd'hui où il y a progression à ce niveau-là, même si elle est légère, mais il y a progression. Et donc, moi, de lui dire, eh bien, c'est très cher, je suis vraiment navrée parce que je suis une femme, j'ai pas l'intention, j'ai pas l'intention de me changer. Et donc, tu te devras de respecter les consignes d'une femme. Parce que si tu ne le fais pas, eh ben, ça sera 3 jours, 5 jours, une semaine de mise à pied. Et puis au final, tu n'auras plus ta place dans la société parce que moi, j'ai besoin d'avancer et j'ai pas de temps à perdre avec des éléments qui retardent mon travail. Et en fait, cette personne-là, il s'était quand même pris 3 jours de mise à pied, hein, parce qu'il ne m'avait pas pris au sérieux. Et quand il était revenu de ces 3 jours de mise à pied, ça a été l'un de mes meilleurs éléments après. Et nous sommes devenus pas amis parce que, bon, au travail, on s'en fait rarement, mais ça a été une des personnes avec lesquelles j'ai travaillé le mieux. Donc, c'est pour dire. Et l'autre expérience qui m'a vraiment assez enrichie dans ma carrière, on va dire, c'est lorsqu'il a fallu que j'aille ouvrir l'escale de Dubaï. À l'époque, Dubaï n'était pas ce que c'est aujourd'hui dans l'environnement transport aérien. C'est vrai, il y avait des échanges, mais pas aussi importants qu'aujourd'hui. Et pareil, c'était un milieu fermé. Alors, je me suis dit, bon, je dois aller à Dubaï, je suis une femme, je suis une femme, je suis africaine noire et je vais travailler dans le cargo. Alors, j'appréhendais tout en me disant que c'était un très beau challenge, mais j'appréhendais. Et ça a été ça a été l'une de mes meilleures expériences professionnelles. Donc, comme quoi, tout ça, c'est pour dire que il y a toujours une motivation. Il faut croire en soi. Il faut, on sait ce qu'on veut, quand on a une vision de ce qu'on veut faire, quel que soit ce qu'on a à faire, on s'affirme et puis finalement, on ne se... Ben, les tabous, tout ce qui est tabou, tout ce qui est on va dire ça, tabou et a priori partent tout simplement. Et c'est un vrai régal. L'autre chose,
c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, tout en restant dans l'environnement aéroportuaire, les choses changent, les choses évoluent, parce que moi, ça fait quand même comme je disais tantôt, ça fait une vingtaine d'années. Euh, je, Quand j'ai terminé, donc j'ai fait Air Gabon, j'ai fait Air France, j'ai fait Gabon Airlines, et quand Gabon Airlines a fermé, en fait, je n'avais plus rien à prouver aux autres professionnellement, mais à moi-même. Et l'idée donc de me challenger est venue, et c'est la raison pour laquelle donc j'ai monté ma société qui s'appelait Business Air Logistique, société dans un premier temps, je n'ai pas démarré par du consulting, mais je gérais donc le fret j'ai d'abord été, comme on dit dans notre jargon, agent de compagnies aériennes. Je vendais les capacités pour les compagnies aériennes. Et petit à petit, je me suis focalisée donc dans tout ce qui était gros clients. Donc, les contrats étatiques, les sociétés, certaines sociétés pétrolières, certaines sociétés dans la communication, parce que la communication et le marketing étaient en train de prendre leur place. Et donc, je gérais de bout en bout les expéditions de ces clients-là. Et là aussi, à chaque fois que je me devais de répondre à certains appels d'offres, on était toujours surpris de voir que c'était une femme, même si, parce que le Gabon est un petit pays, et donc on savait Pauline, mais on était toujours surpris de voir que c'était une femme qui avait autant de niaque à se présenter devant des majors de notre industrie comme Bolloré, comme Nécotrans, et comme de toute manière, moi, ces clients-là, en fait, ces sociétés-là étaient mes clients, donc je n'avais vraiment aucun complexe à être leur concurrente. Donc voilà. Donc en créant Business Air Logistique, ça m'a montré encore une fois de plus que dans notre domaine, donc du transport aérien, puis au finish de la logistique, il y avait très peu de femmes. Et donc petit à petit, au fur des années, je me suis dit que toute mon expérience et tout ce que je savais, j'allais le mettre au profit des autres. Et tout en restant dans on va dire quoi, oui, le mettre au service des autres. Et il y avait une particularité, c'est que beaucoup de professionnels, parce que n'avaient pas de formation réelle, parce que n'avaient pas eu la chance d'aller à l'extérieur, avaient appris sur le tas et ne maîtrisaient pas tout ce qui était procédure internationale, IATA. Et j'ai commencé donc de manière, on va dire, informelle, puisque je n'avais pas fait de formation. Euh, j'ai commencé donc à repérer des structures dans lesquelles il y avait des femmes et à les orienter, à les aider à mettre en place leurs procédures commerciales, leurs procédures d'exploitation. Et j'ai vu là qu'il y avait vraiment une réelle méconnaissance de notre environnement. Et c'est ça qui m'a amené donc au sein de Business Air Logistique à complètement petit à petit délaisser toute la partie, tout ce qui était commercial et tout ce qui était vente, et faire vraiment du consulting et analyser donc pour ces clients que je devais avoir leurs offres tarifaires, trouver quand ils n'avaient pas trouvé les meilleures solutions, bah, les aider à trouver les meilleures solutions de réacheminement, de réacheminement. Et donc, aujourd'hui, plus qu'avant, je souhaite partager et aider les personnes à intégrer notre secteur. Quand je dis secteur, moi, je parle fret aérien parce que c'est pareil, on connaît,
dès qu'on parle transport, on pense toujours au maritime, mais le fret aérien est effectivement très mal connu, alors que c'est un domaine qui renferme une multitude de métiers. Et on n'a pas besoin, aujourd'hui, avec tout ce qui est digitalisation, mécanisation, les femmes sont tout à fait à même. Il ne faut pas qu'elles aient des a priori, il ne faut pas qu'elles aient peur, il ne faut pas que... donc, c'est de pouvoir casser ces tabous-là pour pouvoir susciter des vocations, euh, auprès des jeunes et des étudiants, ou même d'ailleurs de personnes parce qu'on en voit de plus en plus aujourd'hui, des personnes qui travaillent, qui font de la logistique et qui ne savent pas que c'est de la logistique qu'elles font. Donc, les réorienter et leur donner les armes pour pouvoir mieux s'affirmer. Et justement, parce que je rentre dans ce concept, dans cette dynamique d'apprendre et d'échange. Moi aussi, tout comme Nanda, je fais partie donc de Women Logistic in Africa. Alors, j'ai un problème. Oups. Allô? Oui, on vous entend. Ah, je pensais qu'on m'avait perdu. Donc, je disais, tout comme Nandi, je fais partie de Women in Logistics in Africa, que j'ai découvert donc, il y a à peu près 6 mois. J'ai été abordée par Christiane, et l'idée d'un mouvement regroupant plusieurs femmes de nationalités différentes ayant une vision commune, vision donc de challenge, de leadership, oui, de leadership. Et aussi, j'ai retrouvé dans Women in Logistics in Africa quelque chose de rare, c'est-à-dire avoir la même vision, porter la femme dans notre écosystème, et faire en sorte justement qu'on connaisse mieux notre milieu, et que nous, les femmes, parce que le développement sans les femmes, ben non. Et justement, quand on connaît l'importance du transport et de la logistique dans une économie, et bien, justement, ça nous permet de bien nous mettre en exergue et en évidence. Et on espère qu'au sein de Women in Logistics in Africa, qui dorénavant a décidé d'avoir des représentants dans les différents pays. Donc moi, je suis représentante de Women in Logistics in Africa au Gabon. J'entends justement mettre mon pied à l'échiquier pour que non seulement Women in Africa se développe, mais qu'au niveau du Gabon, il y ait beaucoup plus de femmes dans le milieu du transport et de la logistique. Mais quand je parle de femmes, je parle de femmes, de cadres et de leaders, de femmes créatrices d'entreprises, parce que c'est ça aussi, aller de l'avant, et c'est ça aussi qui nous permet de porter notre Afrique. Donc voilà, Inna, ce que je puis dire par rapport à ma personne, par rapport à mon expérience professionnelle. Donc je vais vous redonner la parole, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Pauline. C'était très, très intéressant aussi, vos expériences, votre parcours. Et alors, moi, c'est ce que je vais demander, c'est en fait d'inviter tous à l'écran, s'il vous plaît, Nandi, Christiane, si vous pouvez être avec nous. Je ne sais pas si Christiane et Nandi, voilà, Nandi, elle est là. On attend aussi Christiane. Donc, Pauline, vous pouvez rester avec votre micro et caméra désactivés pour pouvoir être avec nous.
Alors, on va passer aux questions. Je sais bien que, Monsieur le maire, vous avez des questions pour nos panélistes. Je vais vous laisser leur poser les questions et ensuite, on va également passer aux questions de participants, s'il vous plaît. Oui, pour économiser le temps, j'aurais une question pour chaque panéliste. Alors, la première question, c'est à Madame Traoré. Et vous avez parlé des barrières psychologiques et sociales auxquelles la femme fait face pour entreprendre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces barrières? Et puis, à partant de votre parcours, comment casser ces barrières pour faire évoluer les choses? Merci. Merci beaucoup, Omer, pour votre question. Oui, effectivement, je pense que ce n'est plus un secret de Polichinelle. En général, ça, c'est un constat qui a été fait, c'est que beaucoup de femmes manquent de confiance en soi alors que c'est la base pour avancer, c'est la base pour créer, c'est la base aussi pour innover. Voilà, et ça, c'est quelque chose que nous rencontrons beaucoup. Et même quand on est plus jeune, vous voyez, moi, je disais au début de mon intervention que mon choix de carrière qui donne aujourd'hui naissance à mon parcours professionnel et à la création de l'association que je fais pour impacter et inspirer les femmes et les jeunes, c'est dû à l'influence de ma mère. Donc, vous voyez déjà que quand on est plus jeune dans un tel environnement, quand on est bien entouré de personnes qui nous favorisent, mais qui nous valorisent, pardon, et qui nous tirent vers le haut, on développe une autre mentalité. Voilà, parce que je pense que ce n'est pas depuis mon époque que mon métier de logisticienne dans un environnement de transport logistique a longtemps été présenté, catégorisé comme un métier masculin. Mais moi, j'ai une mère qui me dit non, ben, essaie, elle a essayé de me convaincre, ben, essaie de suivre ta formation à l'école de la marine marchande. Elle a vu les résultats avec son fils et puis finalement, ça devient mon choix de filière. Voilà. Donc, ce sont des... Je pense que ma mère ne m'a pas bridée et c'est pour ça que je me suis lancée dans un environnement un peu incertain pour une femme au départ parce qu'elle-même ne l'a pas pratiqué aussi. Voilà. Donc, les barrières sont personnelles déjà. Donc, la confiance en soi, l'estime de soi vont être le socle pour la progression par la suite. Et ensuite, même quand on grandit, on arrive dans des environnements professionnels. Tout à l'heure, je prenais le cas des femmes qui, en général, pour postuler, attendaient d'avoir 80, sinon 100% de tous les critères qui ont été listés avant de lancer leur candidature. Quand un homme, par exemple, avec 40 ou 60%, il estime qu'il a 100%, il y va. Donc, personnellement, encore, on revient à la confiance en soi. Voilà. Et même moi, quand j'ai commencé à travailler, je suis allée à l'étranger. Ça ne m'a pas empêché parce qu'à un moment, je prends conscience qu'il faut quand même continuer à se former. Donc, l'éducation avancée. Et je suis repartie sur les bancs de l'école pour faire un EMBA. Je pouvais me contenter de mon niveau acquis, de ma position de salarié dans une entreprise internationale et puis dire c'est bon. Mais j'ai compris que quand on veut faire une carrière, l'éducation, donc la formation aussi doit se poursuivre. Je disais tantôt qu'il faut faire la différence entre un emploi et une carrière. Voilà, donc ce genre de barrière psychologique à lever, c'est de se dire qu'on peut y arriver. Voilà, on peut y arriver, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire. Il faut juste chercher les bonnes personnes qui vont nous conseiller. Ça peut être même des mentors, des gens qui sont passés par là. Et aussi avoir un bon entourage, un bon environnement. Voilà, ça permet de prendre des risques et d'innover. Merci beaucoup. Effectivement, je peux résumer qu'il y a la confiance en soi, la formation pour avoir les compétences, mais aussi un environnement qui encourage. Et vraiment, c'est autant de facteurs qui peuvent pousser les femmes à oser. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, alors j'ai aussi une question pour Madame Begré. Je voudrais que si vous pouvez rappeler un peu les facteurs de votre réussite. Alors, je ne sais pas s'il est possible ou est-ce qu'il y a des facteurs qui seraient spécifiques si on fait une différence de genre. Est-ce qu'il y a des facteurs spécifiques à la femme et qui peuvent être considérés comme des atouts? Comme vous avez si bien dit que la réussite, c'est en fait un parcours, ce n'est pas un objectif. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et c'est bien de le mentionner parce que c'est ce que j'allais dire justement, ce que vous avez dit. Les facteurs de ma réussite, j'estime que je n'ai pas encore réussi. Je suis encore en chemin
Et vraiment, je profite du voyage, je profite de l'aventure. Et c'est vrai que j'ai également eu des obstacles. Je dirais, le premier qui est commun à toutes les femmes et que Christiane vient de mentionner, c'est clair, c'est le problème de confiance en soi. D'ailleurs, je l'ai mentionné parmi les premiers conseils que je donnerais pour le succès, c'est-à-dire se connaître soi-même et embrasser son identité, donc avoir confiance en soi-même et puis découvrir sa vision, savoir pourquoi je fais telle chose, pourquoi je ne fais pas une autre chose aussi, c'est très important. Mais c'est quand on se connaît soi-même et qu'on sait où on s'en va qu'on est capable de répondre à ce genre de questions et prendre ce genre de décisions, on va dire décisives. Donc, une fois que c'est fait, et ça, j'encouragerais même les étudiants, hein, parce que le choix, elle en parlait, elle a été bien orientée par sa mère, mais même pour des questions comme le choix de filière ou plus tard le choix de carrière, quitte à prendre une année sabbatique ou à prendre 2 mois, 3 mois, ça dépend de chacun, mais prendre le temps qu'il faut pour se poser ces questions élémentaires avant d'avancer. Je dirais que c'est ça la base. Il y a d'autres choses, certainement. J'ai parlé du networking également, avec faire partie d'associations, faire partie de syndicats, faire partie de clubs au sein de son université, rencontrer des gens, se rapprocher des professeurs quand on travaille, se rapprocher, je pense que Pauline en a parlé, se rapprocher des personnes qui nous donnent envie et qui sont à une position où on veut aller. Ça aussi, c'est quelque chose de très important sur le parcours de succès. Mais vraiment, vraiment, la base, c'est de travailler sur soi, avoir une vision dans la vie et puis se lancer, tout faire par rapport à cette vision. C'est très important. D'accord, merci. J'ajoute une petite question. Comme vous êtes dans le domaine de la recherche, vous entendez souvent les concepts de discrimination positive. Voilà, dans l'enseignement, dans le milieu professionnel, discrimination positive pour qu'il y ait un peu plus de femmes dans la représentation, pour que les femmes soient plus représentées. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette notion, voilà, avancer en tant que politique pour réduire les inégalités? Voilà, merci. Alors, bon, je commencerai en disant que je ne suis pas féministe, je le dis souvent. Je crois en l'équité, on va dire. Donc, qu'on ait tous les mêmes chances d'y arriver. Oui. Et également, je ne connais pas le terme en français, mais il y a également ce qu'on appelle aujourd'hui reverse discrimination, parce que c'est vrai qu'on veut faire la discrimination positive et amener le maximum de femmes, mais implicitement, on commence à faire la discrimination sur le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'un homme blanc, en guillemets, banal, qui s'en va postuler pour un emploi, il rentre dans la salle, il voit une femme noire qui est assise, il sait déjà qu'il a moins de chances d'être pris aujourd'hui avec la discrimination positive. Et comme je pense que c'est Pauline qui en parlait, qui disait qu'elle n'aime pas trop le fait de dire c'est un environnement masculin, mais c'est un environnement atypique. Donc, je pense que tout le monde devrait être mis au même niveau. Selon moi, je suis une femme, j'ai autant de capacités qu'un homme et on devrait travailler au fait que je suis comme lui, on est au même niveau et j'ai autant de chance que lui. Et je n'ai pas forcément besoin qu'on me prenne dans un cocon pour m'emmener quelque part, mais si j'arrive là, c'est par rapport à mes compétences. Oui, je suis fière d'y être. Voilà. D'accord, merci. Je dirais. Merci. Merci. Oui, alors j'ai une dernière question parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi de participants. La dernière question, c'est pour Madame White. Alors, aux hommes et aux femmes, et surtout aux femmes, vous dites quand on veut, on peut. Et alors, partant de votre parcours, comment amener les femmes à renforcer leur volonté? Parce que avec les deux autres panélistes également, il y a ce frein-là comme un auto-frein. Alors, comment amener les femmes à renforcer leur volonté, à croire en leurs capacités, sachant que ce soit pour l'embauche, que ce soit pour l'avancement en carrière, que ce soit pour l'auto-emploi, le principal critère, évidemment, vous l'avez tout évoqué, c'est la productivité, le rendement. Merci. D'accord. Je vous remercie pour votre question. Alors,
Christiane et Nandi ont parlé de confiance en soi. On revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avancer. Alors, c'est pouvoir se donner les armes euh, pour, euh, pour avancer. Se donner les armes, Nandi en a parlé, c'est se connaître, la première chose. C'est aussi comprendre l'environnement dans lequel on travaille, comprendre l'environnement dans lequel on évolue. C'est aussi ne pas avoir peur des clichés, ne pas avoir peur des barrières. Et ça, une fois qu'on a confiance en soi, oui, on se connaît, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut, on avance, on se fixe des objectifs et personne ne peut venir freiner les objectifs qu'on s'est fixés parce qu'on sait là où on veut arriver. L'autre chose, bien évidemment, la volonté n'arrive pas toute seule. Il y a effectivement des prémices, mais cette volonté-là, elle se travaille. Elle se travaille en étant entourée. Elle se travaille en se donnant les moyens, comme j'ai dit. Et pour moi, c'est dès notre plus jeune enfance. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, quand j'intervenais, je disais que je suis vraiment navrée si vous entendez du bruit parce qu'il y a des petits travaux, donc je suis vraiment désolée, je m'en excuse d'avance. Je disais dans mon intervention qu'il fallait, je pense qu'aujourd'hui, c'est dès l'enfance qu'il nous faut nous donner les armes. Mais quel que soit, je suis un peu comme Nandi, que ce soit un homme, que ce soit une femme, on doit nous donner les armes pour affronter ce qu'il y a dehors. Et avec notre éducation africaine, on a trop tendance à dire la fille, c'est ça, le garçon, c'est ça. Et quand on arrive dehors, on est confronté à une réalité qui est rude, encore plus quand on est une femme, parce qu'on nous a protégés. Donc, il faut nous faire comprendre que la vie n'est pas simple, la vie est compliquée et que, quels que soient les échelons, petit à petit, eh ben, il nous faudra être aguerris. Et donc, c'est ça là qui va nous permettre de renforcer notre volonté de faire, notre volonté de performance, notre volonté d'être la meilleure, de ne pas nous laisser distraire par de nos objectifs, tout simplement. Voilà. Merci. Madame Ina, vous la main? Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Ça, c'était très, très bien. On va se dépêcher un petit peu parce qu'il y a pas mal de questions aussi de nos participants. Non, Pauline, on vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est bien d'avoir un petit peu ce dialogue entre nous, les débats et tout ça. Moi, j'ai une question pour Monsieur Omer, parce que on a parlé aussi de l'éducation. Donc, je sais bien qu'Inandi, je me souviens très très bien, il y avait une grande partie sur l'éducation aussi. Alors, moi, je voulais savoir, alors, il y a des femmes qui pensent ou qui veulent entrer dans le monde du business. Mais pour le faire, elles doivent développer leurs compétences au niveau académique. Commencer des études et travailler en même temps, ce n'est pas facile pour tous. Et alors, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que Dumni Universitas peut proposer à ces femmes? Comment donner la possibilité en fait de pouvoir se former et de travailler en même temps, de faire d'autres activités, etc. Super, très bonne question, Ina. C'est une question très pertinente et en tant que professeur, c'est quelque chose que je vois, que je vis au quotidien et que j'ai expérimenté moi-même. Donc, quand j'ai commencé dans le système francophone, comme je disais, il y a eu une année vers la fin de mon parcours où j'ai dû faire des cours en cours du soir parce que je travaillais en même temps. Et j'ai pu m'organiser parce que l'université proposait ça. Il y avait cette option et ça rentrait dans ce que je voulais faire. Donc aujourd'hui,
il y a ces possibilités-là de pouvoir faire des cours du soir, de pouvoir faire des cours en ligne également. Donc, j'ai également expérimenté ça en tant qu'étudiante. J'ai fait une petite formation parce que je voulais être curieuse du côté de l'expertise comptable. J'ai échoué à l'examen, mais ça m'a fait une belle expérience quand même. Et c'était des cours en ligne. Et l'avantage, c'était qu'il y avait le cours qui était disponible, les modules. On pouvait suivre, mais quand on n'avait pas de temps, c'était enregistré et on pouvait revenir. Et il y avait une plateforme où après, on pouvait poser des questions et quand le professeur est disponible, il y répond. Ou bien la session qui suit, on pose des questions en ligne. Et c'était très adapté parce que moi, c'était différent. J'étais dans mes cours avec le système américain et je m'étais inscrite juste pour voir au DCG. Et je prenais ces cours-là à distance. Et j'arrivais à m'organiser pour prendre les cours peut-être en week-end ou bien les jours où je n'ai pas cours normalement. La même chose quand je travaillais. Et d'ailleurs, je suis en même temps le chat et je vois une question qui ressemble un peu à ta question de Paul Senior qui demande, alors mon prénom c'est Nandi, c'est vrai que ça peut sonner Andy, mais c'est Nandi. Qui demande si j'arrive à suivre les étudiants après leur diplôme. Donc, ça rejoint un peu ça, en fait. C'est-à-dire, moi, en tant que prof, quand j'ai commencé, je me disais, encore une fois, moi, je suis très dans le pourquoi. Je ne suis pas dans le comment du tout. Aujourd'hui, je sais très bien pourquoi je suis professeur. Et je me dis, mais je suis professeur, j'enseigne à des gens, mais est-ce que je veux juste, en guillemets, transférer la connaissance, télécharger dans leur cerveau, et puis c'est tout. Je peux le faire et je donne le cours, j'ai le stylo rouge et puis ça y est. Mais au final, qu'est-ce que je veux? Je veux des personnes qui sont employables, des personnes qui demain peuvent avoir des opportunités. Et il se trouve que je suis professeur à temps partiel et que je travaille en dehors de ça. J'ai mon entreprise en dehors de ça. Du coup, je vous avoue que j'ai des étudiants qui ont été mes stagiaires. Chaque semestre, j'ai des amis de mon cercle professionnel que j'invite à l'université et qui interviennent soit physiquement ou en ligne, justement, on en parlait. Ça peut être quelqu'un du Canada, ça peut être du Ghana, ça pourrait peut-être même quelqu'un du Gabon, pourquoi pas, qui intervient et qui parle aux étudiants et qui les inspire et qui les encourage. Et j'ai eu des étudiants qui, après leur parcours, ont pu trouver un mentor dans ces échanges-là avec des professionnels que je facilitais parce que je suis consciente du pourquoi et justement que j'accompagne. Et je pense que cet esprit-là, Domini là, parce qu'aujourd'hui vous organisez déjà ce webinaire et que vous êtes déjà demandeur, et je pense qu'il suffit juste de se mettre à la place de la personne et d'essayer de s'accommoder à son quotidien en tant que femme, peut-être entrepreneur, ou bien au foyer qui a une famille, les cours en ligne, les cours à distance, les cours du soir, ou bien les cours en différé, ça peut être quelque chose d'accessible. Merci beaucoup, Nandi. C'était exactement ça ma question. C'est ce que vous avez dit. Je ne sais pas si, Monsieur Omer, vous voulez ajouter quelque chose, vous que vous êtes responsable académique de Domini Business School. Oui, avant que je n'y arrive, je voulais aussi ajouter que j'étais un peu désolé en tant qu'homme d'être dans le rôle de poser les questions. Voilà. Mais alors, face à votre question, effectivement, Domini Universitas, c'est un établissement d'enseignement universitaire privé français et qui a une expérience de plus de 20 ans. Et alors, Domini Universitas est spécialisé dans l'enseignement à distance, en plusieurs langues, français, anglais, espagnol et arabe, et offre des formations de différents niveaux, du bachelor, premier cycle, master, deuxième cycle, et puis de PhD, doctorat, et même des formations courtes. Et Domini Universitas peut donc délivrer des diplômes ou même d'autres titres pour les certificats. Alors, l'institution spécialisée dans la formation en ligne, avec deux atouts, c'est l'accessibilité et la flexibilité. Pourquoi l'accessibilité? Parce qu'il peut arriver que quelqu'un veut se former, mais il habite loin d'une institution universitaire. Et donc, il y a une barrière de distance. Et alors, la deuxième barrière peut être le temps, parce que la personne exerce un métier ou bien la personne a beaucoup de charges de famille. Et donc, Domini Universitas permet à la personne d'accéder à la formation
et aussi d'être flexible dans son emploi du temps. C'est-à-dire qu'on peut s'inscrire quand on veut, selon son emploi du temps, et puis alors évoluer selon son parcours. Et donc, les inscriptions se font à tout moment. Les étudiants peuvent étudier à leur rythme. Et Domuni Universitas organise pour l'instant 3 facultés, la philosophie, la théologie et les sciences sociales. Et au sein des sciences sociales, on a différents départements, l'histoire de l'art, éthique et droits humains. Et depuis 2 ans, Domuni Universitas organise une business school avec un bachelor en économie et gestion et 3 MBA en management, marketing, sciences humaines et économie et développement. Et alors, un peu plus d'informations peuvent être obtenues sur le site domuni.eu. Voilà donc ce que je pourrais dire brièvement, donner comme réponse à votre question au sujet de la préoccupation de la formation pour la femme pour acquérir des compétences en vue d'être employable ou même de créer sa propre entreprise et de s'auto-employer. Merci. Merci beaucoup. Il est déjà 18h30. Je voulais juste vous demander si vous voulez qu'on puisse répondre 1 ou 2 questions avant de quitter ce webinaire, mais sinon on peut quitter ici sans problème. Je pense qu'on peut quand même répondre aux questions des participants si vous le voulez bien. D'accord, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai toutes les questions ici. Je vais commencer par les premières questions. Et c'est, alors, certains pays africains ont un bon niveau d'éducation, même universitaire, mais en même temps, ils ne peuvent pas offrir de l'emploi aux jeunes après leur formation. Comment aider les jeunes qui ont la volonté de créer leur entreprise à trouver des financements? Alors, c'est une question générale, je pense. Si, je ne sais pas si Christian ou Pauline ou Nandi, vous voulez répondre. Je vous laisse Christiane, voilà. Merci beaucoup. Merci pour la question. Effectivement, sa question m'interpelle. Effectivement, il y a certains pays qui ont un très bon niveau d'éducation comparé à d'autres. Maintenant, comment créer son emploi? Moi, je vais repartir, par exemple, sur la Côte d'Ivoire. J'ai assisté à un séminaire où on parlait des PME et les chiffres révélaient en fait que il y a seulement 2% des entreprises qu'on avait sur la Côte d'Ivoire qui créaient plus de 80% de la richesse. Et les 98 autres d'entreprises ne créaient que, comment je vais dire, les 2%. Donc, c'était pas vraiment intéressant pour le pays. On voit effectivement qu'il y a une activité économique qui s'y déroule. Et très souvent, les PME, donc les startups ou les petites entreprises, mettaient en avant le financement. Mais on s'est rendu compte, en fait, que le financement n'était pas le problème majeur, en fait. C'était déjà la qualification de ces porteurs de projets, voilà, de ces entrepreneurs. Et ensuite, le niveau, sinon la qualité du staff qui travaillait pour ces PME. Donc, pour moi, il est clair que le problème d'une PME, le problème primaire n'est pas forcément la question du financement, mais plutôt la question même. Parfois, c'est même le niveau d'études de ce chef d'entreprise. Peut-être qu'il voit un peu trop grand et qu'il ne se fait pas forcément accompagner. Voilà, donc c'est sur ces quelques points-là que je voulais mettre en avant. Il ne s'agit pas de dire, ben, je me forme, je veux créer une entreprise et je manque de financement. C'est pas totalement lié comme ça. Il y a d'autres facteurs. Merci. Pauline, vous voulez dire quelque chose, c'est ça? Oui, je voulais rajouter autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs, là nous on est donc dans le transport et la logistique, il y a des secteurs qui s'autofinancent. Il suffit d'avoir de la volonté effective, ne pas avoir, comme je dis souvent, ne pas avoir peur de tomber, parce que on va aller prospecter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on n'a pas de marché et on se décourage. Dans le transport et la logistique, les expéditions, on peut s'autofinancer. Ça veut dire quoi? Pourquoi on s'autofinance? Parce que avant même de pouvoir réaliser l'expédition, le client nous paye. Et donc, ça nous permet de pouvoir nous organiser, à mettre de côté
et petit à petit se constituer une épargne qui, avec cette épargne-là, va pouvoir nous permettre d'aller voir maintenant un banquier et de dire, voilà, moi, j'ai eu tel contrat. Avec ces contrats-là, je me suis produit une épargne et aujourd'hui, je viens vers vous pour voir dans quelle manière vous pouvez m'accompagner. On n'est pas toujours obligé de... Parce que c'est vrai, on a trop tendance à dire, j'ai pas de financement, je peux pas faire ci, j'ai pas d'argent. Mais est-ce que nous-mêmes, on essaie de créer notre propre épargne? Je dis ça peut sembler, on va dire quoi, difficile à entendre parfois, mais comme je vous dis, il y a des domaines qui s'autofinancent et où souvent on se laisse décourager. Or, il ne faut pas, parce que rien n'est facile. Moi, je vais vous donner mon exemple. Quand j'ai décidé donc de créer ma propre structure, j'avais pas de financement. C'est pour ça que j'en parle en fait. J'avais pas de financement, mais j'avais un très bon carnet d'adresses. Et il s'avère que il y a eu un appel d'offres. J'avais pas d'argent, j'avais pas machin, mais je savais comment monter un dossier pour répondre à un appel d'offres. Et en fait, j'étais devant des majors de la profession. J'étais vraiment devant voilà, je ne veux pas les citer, mais j'étais devant les majors du transport. Et en fait, j'ai réussi à convaincre, c'était un projet étatique, donc j'ai réussi à convaincre et j'ai, envers et contre tout, parce que ça n'était pas évident, hein, je peux vous l'avouer, j'ai remporté l'appel d'offres. Et c'est en remportant ce premier appel d'offres-là que je me suis lancée. Après, maintenant, il y a toujours le facteur chance, comme on dit. Il y a des gens qui vont vous dire, je n'ai pas de relationnel. Mais le relationnel, il se provoque aussi. Il faut savoir aller aux bons endroits. Il faut savoir côtoyer les bonnes personnes. Il faut pouvoir aller vers les personnes, non pas qui vous mettent toujours en arrière, mais les personnes, on parlait de référents tout à l'heure. C'est vrai que il faut toujours avoir un référent et se dire, voilà, moi, je me donne les moyens d'atteindre cet objectif-là, donc je me donne les moyens d'eux. Et donc, pour répondre définitivement à la question, essayons parfois d'oublier qu'on nous amène le financement. Produisons d'abord nous-mêmes et ensuite, on va vers les banques et vers les organismes pour trouver les financements. Ina, si tu permets, c'est un point tellement important et tellement actuel, surtout en Côte d'Ivoire. Je voudrais juste rebondir rapidement sur la question. Je reviens encore avec mon éternelle approche du pourquoi, du comment avant. Et pour ceux qui ne savent pas, le taux d'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire est à moins de 50%. Dans le transport à la logistique, il est à moins de 10%. Donc, ça veut dire qu'en sortant de la plupart des centres de formation ici en Côte d'Ivoire, il y a au moins 50% de personnes qui se retrouvent, qui ne sont pas insérées et qui se demandent quoi faire. Et la plupart d'entre eux, au moins 50% veulent être entrepreneurs. Mais pourquoi être entrepreneur? C'est quoi l'entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'image qu'on a. On se dit, je veux être le prochain Mark Zuckerberg, je veux faire ci, je veux faire ça. Et c'est ça l'idée, en fait, que mes étudiants et la plupart des jeunes que je rencontre ont tout de suite entre guillemets, la réussite. Mais l'entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, comme par exemple Christiane, se trouve dans un domaine, dans un secteur, et qui ouvre les yeux et qui se rend compte des problèmes qu'il y a ou des manques qu'il y a et qui se dit, je vais y répondre. Alors, quand on décide de développer cette mentalité-là de quelqu'un, on peut être entrepreneur aussi, c'est-à-dire qu'on travaille pour quelqu'un d'autre ou pas, mais on a cet esprit d'entrepreneur, nos yeux sont ouverts sur les problèmes. Et quand on trouve le problème, on trouve pile poil la réponse qu'il faut. Et il n'y a pas de raison que le reste ne suive pas après. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le meilleur networking, je ne sais pas. Si quelqu'un tout de suite, je ne sais pas moi, avant, supposons qu'il n'y avait pas Internet et que quelqu'un se dit, on ne peut pas créer Internet. Vous pensez qu'il ne va pas trouver de financement? Il va trouver de financement tout de suite. Donc, si on arrive à tout de suite trouver exactement c'est quoi le problème, les gens vont s'intéresser tout de suite
et ça va suivre. Mais si on se dit, on veut être le prochain Mark Zuckerberg ou on veut juste développer quelque chose qui existe déjà et atteindre un certain niveau qu'on s'imagine, qu'on veut atteindre, on n'a pas vraiment l'esprit entrepreneur et ça ne va pas forcément se passer dans le sens qu'on attend en fait. Donc, je pense que c'est une question qu'il faut se poser. C'est vrai que je comprends les réalités. On est ici, on se dit, ben, j'ai fini mes études, il faut que l'argent rentre, il faut que j'arrive à faire quelque chose, c'est sûr. Mais il faut se lancer dans quelque chose après s'être posé cette question-là. Pourquoi et comment est-ce que je définis ce que je veux faire et pourquoi est-ce que je me lancerai là-dedans. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai encore deux questions. On peut donner 5 minutes pour ces deux dernières questions parce que je pense qu'au fur et à mesure, on a aussi répondu à toutes les autres questions. Donc, j'espère que ça va donner aussi envie de faire un prochain webinaire aussi. Alors, la prochaine question, c'est comment aider les femmes du milieu rural trop fortement marquées et dominées par les milieux phallocratiques? Ah ouais. Ouf, Et dominé par, j'ai pas entendu la fin. Et dominées par le milieu phallocratique. phallocratique, d'accord. Est-ce que vous voulez qu'on réponde à cette question ou sinon on peut passer à une autre? Oui, je voulais juste intervenir sur cette question parce Oui. que effectivement, ça prenait en compte l'étude qui a été réalisée par la BAD en 2015, voilà, sur les opportunités économiques, sur le développement humain et puis sur les lois et les institutions. Et pour les femmes, par exemple, dans les milieux ruraux, moi je parle vraiment pour l'Afrique, hein, en général, les femmes ont beaucoup moins de droits que les hommes. Elles peuvent, dans le milieu agricole, par exemple, cultiver la terre, mais cette terre ne leur appartient pas. Et si cette terre venait à appartenir à leur époux, lorsqu'il décède, la terre repart à quelqu'un d'autre. Donc, elle qui a créé de la richesse en travaillant sur cette terre, elle n'en bénéficie point. D'où les questions de pauvreté qui perdurent. Mais je sais qu'il y a des organismes spécialisés parce que quand on veut essayer de changer dans un environnement, il y a des outils spécifiques que l'on utilise selon qu'on veut agir sur le genre féminin ou sur le genre masculin ou sur les deux en même temps. Voilà, donc pour répondre à la question du monsieur sur le comment faire, on ne peut pas avoir une solution miracle. On va d'abord, il y a des équipes qui vont étudier l'environnement, d'accord? Et si c'est dans un environnement où le patriarcat est à forte dominance, il y aura un travail qui sera fait sur les hommes de cette communauté d'abord, avant de pouvoir atteindre la vraie cible qui est les femmes, en fait, qu'on veut aider à développer. Voilà, donc c'est pour lui dire qu'il y a beaucoup de mécanismes et qu'il faut vraiment aller s'informer sur comment ça se passe, quelles sont les différentes approches que les organisations mettent en place pour pouvoir aider les femmes rurales. Merci. Merci beaucoup, Christiane, pour cette réponse. Et on va passer à une dernière question. Comment les hommes que vous avez sous votre direction vous regardent-ils aujourd'hui? Est-ce que je peux commencer? Ah non, je crois que Pauline veut parler, c'est ça? Oh non, je t'en prie, je t'en prie. En fait, ça m'a fait tout de suite rire parce que, bon, on ne va pas divulguer nos âges ici, on ne demande pas l'âge d'une femme. Mais depuis que j'ai commencé à travailler, je suis revenue en Côte d'Ivoire, 100% du temps, toutes les réunions que j'ai, je suis à tous les coups la plus jeune. Et il arrive en général que je suis la seule femme. Et pour gérer le projet sur lequel on travaille, c'est quand même de grande envergure. C'est difficile, il y a des informations qu'il faut avoir, il faut pousser les gens à travailler. Et on me décrit souvent dans les réunions comme la force, on m'appelle la force tranquille. Parce que j'ai naturellement cette petite voix douce en plus, cette toute petite voix. Et en général, je suis la plus jeune et la femme. Donc, comment s'imposer? Et au départ, avant, je me mettais à hurler, parler fort, crier pour me faire entendre. Mais j'ai compris qu'il suffisait, enfin, il faut dire la chose intelligente au bon moment. Et avec cette petite voix, la force tranquille, ça casse tout en fait. Donc, on m'appelle la force tranquille en fait. Et les hommes voient en moi
cette petite dame qui arrive à nous faire faire des choses qu'on n'aurait pas acceptées autrement. Donc, il faut encore une fois s'accepter soi-même et puis avec ça, faire son travail, c'est tout. C'est pour ça. Merci Nandi. Oui, Pauline. En fait, ça me fait sourire parce que Nandi, elle est beaucoup plus jeune que moi, mais on m'appelait la force tranquille aussi. Et je pense que c'est cette particularité-là que nous, on a, les femmes, c'est-à-dire, on revient toujours à la même chose. On sait où on veut aller et comment on veut aller. Donc, on a en face de nous des hommes grands avec leurs grosses voix, leurs machins, et puis nous, bien évidemment, en face d'eux, on est petites. Donc, il faut avoir l'intelligence tout en étant ferme, il faut avoir l'intelligence de faire passer les choses avec douceur. Et je vous dis, moi, j'en ai eu un qui m'avait fait, mais comme je dis, la misère tout au long de un de mes collaborateurs. Mais à la fin, parce que j'avais su aussi lui faire comprendre qu'il n'avait pas le choix que de faire. C'était lui ou moi, et en l'occurrence, ça allait être lui et non pas moi. Mais j'ai amené la chose avec douceur. Il l'a compris. Et voilà. Et donc, les femmes, en général, quand on gère les hommes, déjà, ils sont, une femme. Ils sont un peu curieux de voir que, voilà, c'est une femme qui va les gérer. Ensuite, ils testent aussi. Mais comme ça, nous, on le sait, parce qu'il y a quand même, on se dit, bon, on évolue dans un environnement, etc. On sait que certains vont nous tester. Et donc, on ne va pas vers là où ils veulent nous amener. Ça fait que de la curiosité, et puis on a la compétence aussi, parce que on se, comment on dit ça? On s'affirme par nos compétences et non pas par notre physique. C'est ça qui est important aussi, parce que celle-là, elle est toute jolie avec sa petite robe et tout. Mais non, mon ami, c'est vrai que j'ai la petite robe et j'ai mes talons aiguilles, mais quand il faut prendre l'élévateur, je sais aller prendre l'élévateur. Donc, on s'affirme par notre savoir-faire. On leur prouve que il ne faut pas qu'ils aillent sur un terrain comme ça en disant toi tu es une femme et tout, parce qu'au finish on est là pour travailler et on le leur fait comprendre, et il y a de l'admiration. En tout cas, moi au finish, pour certains il y avait de la curiosité, on est passé à de l'admiration, et puis aussi finalement elle est comme nous. Tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Pauline. Et je pense que, voilà, j'ai pas vu une question. Je suis tellement désolée. Je pense que c'est une question pour Christiane, plutôt, qui est arrivée tout au début, quand vous avez fait votre présentation, Christiane. Et alors, ici, notre participante, elle dit comment s'est comporté lorsque les freins que vous décrivez se retrouvent dans les positionnements des recruteurs eux-mêmes. Bien, effectivement, nous sommes tous des humains, donc nous avons tous nos biais. Tout part de son propre positionnement. Malheureusement, on ne peut pas se mettre à la place d'un recruteur, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la fonction RH, on demande aussi aux recruteurs de faire ce travail-là aussi sur le biais qu'ils ont, parce qu'ils sont là pour recruter. Donc, il faut faire un peu plus preuve d'objectivité, en fait. Il faut être vraiment dans le factuel. Mais aussi, il faut savoir que le recruteur en face, il va se conduire en fonction de notre attitude à nous. Voilà. Donc, moi, par exemple, quand moi, je suis face à un recruteur, bon, peut-être on va dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus d'expérience, je travaille aussi sur les aspects de développement personnel, tout ce qui est comportemental, tout ce qui est biais, voilà, biais cognitif notamment. Donc, tout ça, on prend en compte et puis on essaie d'être assez au clair, en fait, quand on est face à un recruteur. On est là pour, certes, on cherche un emploi, mais on est là pour plutôt proposer ses compétences. Moi, il m'arrive quand il y a un truc que je ne sais pas faire, je dis, ben ça va faire partie de mes points d'amélioration. Et je suis confortable quand je le dis. Au point où ça pourrait faire douter même le recruteur en face. Je sais ce que je vaux, je sais là où je dois m'améliorer par rapport peut-être à ton secteur spécifique. Voilà. Et ça,
tout de suite, ça crée un sentiment de confiance même du recruteur. S'il est assez observateur, on peut se dire, ben, pourquoi pas, on lui donne sa chance. Voilà, donc dans le recrutement, il y a le facteur chance, il y a le facteur compétence, il y a le facteur comportement. Donc, c'est un tout. Merci. Génial, je vous remercie beaucoup. Alors, on va terminer notre webinaire ici. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour vos interventions. C'était super. On espère pour un prochain webinaire. On va parler plus tard. Moi, je voulais dire aux participants que si vous avez d'autres questions, je vous donne ici un adresse mail que c'est business.school@udemy.eu. Toutes les questions que vous avez concernant voilà, nos intervenants, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un email et ensuite je peux les transférer à nos intervenants qui étaient là avec nous aujourd'hui. Ça va? Je crois qu'il y a une personne qui demandait mon contact dans le chat. Je l'ai reconduit vers toi. Oui. Tout à fait. J'ai vu lundi votre réponse. Le participant peut me connecter sur cet email ici que je viens d'envoyer via la discussion et ensuite je peux répondre à toutes leurs questions sans problème. Bon, je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Bye bye. À bientôt.